Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce deuxième débat, des sortes d'assises du monde culturel, d'état des lieux de la maison, dans la manière dont nos maisons et nos artistes réagissent par rapport à cette crise totalement inédite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Paul Dujardin, qui est CEO de Beaux-Arts à Bruxelles. Bonjour Paul. Bonjour. Avec Stéphane Ginsburg, qui est pianiste, mais qui aussi s'est énormément impliqué ces derniers temps dans les organisations de regroupement d'artistes pour créer entre les artistes à la fois un regroupement pour plus de force et aussi un dialogue à l'intérieur de ce qui pourrait être désormais qualifié peut-être de corporation au sens le plus noble de la terminologie. Bonjour Stéphane. Bonjour Camille, merci. Et puis Bernard Faucroul qui répond un peu aux deux catégories précitées, dans la mesure où, on le sait, il a été à la tête d'institutions importantes comme la Monnaie, le Festival d'Aix-en-Provence, pour ne citer que celle-là, mais il est aussi artiste et donc un artisan des arts de la scène au titre de son métier d'organiste et de compositeur. Bonjour Bernard. Bonjour Camille. Alors, Paul Dujardin, on a évoqué la semaine dernière avec Caroline Sonrier, avec Émilie Delorme, avec Lorraine Villermo, l'économie telle qu'elle pouvait se mettre en place sous le confinement. J'aimerais aujourd'hui qu'on commence ce débat par l'appel d'air du monde culturel et avec cette volonté qu'a eu Beaux-Arts, après avoir été contraint de fermer ses portes, de les rouvrir. Alors, dans un premier temps, timidement, prudemment, dans le respect des nombreuses règles, mais de les rouvrir néanmoins. Oui, on est déjà plus loin parce que maintenant le Palais Beaux-Arts a réouvert ses portes et je pense que ça a été un grand moment. Je pense qu'on n'a jamais connu une situation aussi euh, dramatique et je pense que c'est qu'une première étape parce que c'est vraiment une ouverture modeste. Elle reste quand même encore objectivement en mineur parce que l'ouverture du Palais Beaux-Arts se réalise avec le patrimoine. Et je pense que pour la mémoire, je dirais dans le monde de l'art, le patrimoine et les références historiques sont très importants et la façon qu'on regarde le passé, mais le plus important doit encore être fait parce que nous n'existerions pas sans les artistes vivants. Et ça, c'est le grand défi de la prochaine étape, c'est de pouvoir réaccueillir, et c'est le débat d'aujourd'hui, d'avoir une représentation des grandes maisons, du monde de la culture qui l'organise, qui crée les plateformes, mais dans l'espace Agora, le common, hein, le commun dans lequel on se rencontre, ce qui était très important pour le bien-être des citoyens, c'est pas seulement se protéger contre une pandémie, mais aussi retrouver un équilibre entre le bien-être. Et pour ce travail-là, on doit retrouver les artistes qui sont au cœur de notre travail. Et c'est là le débat. Et c'est le dialogue dans les semaines à venir pour convaincre les scientifiques et aussi le monde politique à donner l'importance des artistes à travers leur création et notamment aussi dans le débat, le statut de l'artiste. Voilà, Stéphane Ginsburg, que Paul Dujardin touche à quelque chose de tout à fait essentiel dans ce débat. Vous avez, dans la crise du coronavirus, la malchance terrible d'être un artiste en vie et donc de ne pas faire partie du patrimoine encore et de faire partie de ces gêneurs qui entendent donc par leur activité professionnelle et aussi par cette activité qui interroge le sens même de leur vie et de nos vies, la nécessité de communiquer avec le public. Alors peut-être une chronologie rapide de la manière dont les artistes ont amorti ce choc initial et de la manière dont les artistes ont dû, évidemment, en marge des différentes propositions qui ont été faites par des organisations, par les gouvernements, se rendre compte qu'il faudrait aussi prendre une partie de cette destinée en main et réfléchir peut-être plus vite que certaines organisations qui sont plus lentes à la détente. Alors, comme nous le savons tous, l'effet le plus désastreux qui est apparu dès le confinement a été l'annulation de tous les événements culturels, qu'ils soient musicaux ou théâtraux, et donc l'annulation de tous les contrats, toutes les présentations, et donc la perte pour
de nombreux artistes, mais aussi de nombreuses travailleuses et travailleurs du secteur culturel, donc je pense aux techniciens, administratifs, etc., la perte d'une partie de leur emploi. Je ne vais pas ici refaire un panorama de toutes les situations et de tous les statuts qui vont du sans-statut au statut d'artiste, ce qu'on appelle le statut d'artiste, qui est un aménagement du chômage aux salariés, aux gens qui ont des ASV. Donc il y a une multitude de situations dans lesquelles se trouvent les travailleuses et les travailleurs du secteur culturel. Et donc, au-delà du choc de voir nos prestations annulées, ce à quoi on fait face, c'est d'abord une perte de revenus. Pour énormément de gens qui travaillent, c'est plus de revenus, plus rien. Je pense que ce qu'il faut commencer, ce à quoi il faut penser très vite, c'est qu'on parle beaucoup de secteur culturel et de culture, et on nous met tous sous un même chapiteau, c'est très bien, mais on a quand même, on fait face à des situations très différentes. On a des institutions qui sont financées fédéralement, on a des institutions qui sont financées par le communautaire, mais on a aussi, et j'en parlais en commençant, des travailleuses et des travailleurs qui, eux, sont au même titre que tous les travailleurs belges, en fait dépendent du fédéral, c'est-à-dire du ministère de l'Emploi et du ministère du Budget. Il faut rappeler ça. Et donc, c'est très bien, il faut défendre la culture comme étant une des richesses les plus importantes de notre pays, mais ce que les artistes commencent à faire et ce dont ils commencent à prendre conscience, c'est qu'ils doivent d'abord défendre leur situation, en particulier celle de ceux qui sont dans les difficultés les plus grandes, qui n'ont rien, qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de contrat, qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas employés. Et donc l'idée qu'on a lancée il y a quelques semaines avec un petit collectif qui s'appelle Artistes Affiliés en écriture inclusive, c'est d'appeler tous les artistes et toutes les travailleuses, tous les travailleurs du secteur culturel à s'affilier à une fédération reconnue qui les représente pour faire bloc, en fait, pour faire masse. On pourrait penser syndicat, on n'en est pas encore là, et pour exiger non seulement des pouvoirs communautaires, mais aussi du pouvoir fédéral, de rendre quelque part, parce que la plupart de ces travailleurs payent des impôts, payent des cotisations sociales et ont le droit d'être aidés et d'être sauvés. Voilà. Justement, Bernard Foccroulle, cette question est un peu entourée d'une question presque philosophique. L'art a-t-il droit de citer quand la vie est en jeu? On le voit dans cette nouvelle étape de timide déconfinement. La question d'avoir le droit de faire de l'art, de se réunir, de communier autour de ces matières intellectuelles ne semble pas encore totalement évidente face au risque sanitaire qui est en face. Alors, comment se positionner face à un débat aussi délicat? Bien sûr que dans une situation comme celle-ci, on peut considérer qu'il y a une priorité absolue pour garantir le contrôle de la pandémie. Ça, je peux l'entendre. Mais votre question, pour moi, renvoie à une situation beaucoup plus vaste. C'est qu'est-ce que nous attendons de l'art et de la culture? Et je pense que nous sortons de décennies où le monde politique, mais aussi les responsables de l'enseignement, les responsables des universités, etc., ont largement sous-estimé l'importance de l'art et de la culture, comme si c'était une sorte de supplément d'âme dont, à la limite, on pouvait se passer ou qui revenait à chacun, à chaque individu, à chaque groupe familial de s'emparer à sa manière. On se rend compte aujourd'hui que, et une des traductions de cela en Belgique, c'est qu'il y a des niveaux de pouvoir qui sont censés être compétents pour la culture, ce sont essentiellement les communautés, un tout petit peu les communes, et les autres ne le seraient pas, c'est-à-dire l'État fédéral, les régions. C'est une très très grave erreur. Aucun niveau de pouvoir ne devrait pouvoir se dire qu'il est incompétent sur le plan culturel. Je pense qu'il faut repenser cette chose-là fondamentalement, même si les compétences peuvent être réparties sous différentes formes, mais on le voit aujourd'hui, comme Stéphane l'a dit il y a un instant, toute la question de l'emploi est une matière fédérale et il y en a d'autres qui sont importantes. Alors, aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, on se trouve dans une crise dont la gravité ne
commence qu'à apparaître. Je pense qu'elle est terrible, la gravité de la crise, et elle ne nous frappe pas tous de la même manière. Il y en a, et j'en fais partie, qui la traversent d'une manière relativement intacte parce que nos modes de travail, bon, les concerts sont annulés, mais je peux survivre. Mais par contre, pour toute une série d'artistes et de travailleurs de la culture, la situation est infiniment plus précaire et absolument catastrophique. Donc ça, je crois qu'il faut l'entendre. Et jusqu'à présent, je pense qu'on ne l'entend pas suffisamment. Ensuite, il y a toutes les inquiétudes que nous pouvons exprimer, mais il y a aussi les attentes. Et nous savons d'expérience que dans les crises, même les crises les plus graves, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Et donc, il me semble que la question aujourd'hui dont nous pouvons débattre, c'est notamment de savoir qu'est-ce que nous pouvons espérer, quelles seraient les opportunités que nous pourrions définir pour tenter de sortir de cette crise par le haut et pas en étant raplati, et quels sont les dangers les plus importants auxquels il faut faire face et dont il faut se prémunir. Paul Dujardin, ça c'est un débat qu'il faut mener à tout prix, se prémunir des dangers tout en assurant la continuité de l'art. C'est la question qui occupe, je pense, toutes les structures d'accueil, toutes les maisons de création en ce moment. Avec cette question extrêmement délicate pour les structures d'accueil, comme pour les maisons d'opéra et comme pour les théâtres d'ailleurs, c'est qu'on en arrive à la période de l'année où on vend des abonnements pour la saison prochaine. On sait déjà tous plus ou moins que le début de la saison prochaine risque d'être très fortement atteint par les suites du coronavirus. On parle jusqu'à présent dans certaines maisons d'opéra d'annulation des mois de septembre, octobre, novembre. Et ceci dit, il faut continuer à vendre des abonnements. La question qui se pose à chaque directeur et à chaque directrice d'institution culturelle à ce stade-ci, c'est faut-il arrêter ce qui était prévu pour ces mois-là et remplacer tous ces projets par des projets alternatifs qui tiennent compte de ces normes de sécurité, ou bien faut-il faire comme si et poursuivre? J'imagine que c'est vraiment le questionnement qui est au cœur de toutes les maisons pour l'instant. Oui, pour être très, très concis, et d'abord revenir aux deux précédentes interventions, et de ne pas revenir immédiatement au pragmatisme de tous les jours. Je pense que ta question est nettement réelle. C'est la responsabilité de nous tous parce que naturellement, on gère des entreprises avec beaucoup de collaborateurs, mais la question était d'abord, je dirais, comme tu l'as posé tout à l'heure, philosophique, et je pense que comme Beaux-Arts n'a pas demandé le chômage économique, et ça a eu un impact très important dans le débat à l'intérieur de ma maison, de poser des questions absolument fondamentales, parce qu'on on ne peut pas perdurer dans l'idée du survival of the fittest, dans lequel on est aujourd'hui arrivé dans une nouvelle société où c'est le capital qui décide. Je pense que le monde des finances, Bernard parlait du monde politique et l'enseignement et certaines décisions d'entreprise, mais on peut dire aussi dans le monde dans lequel on est du marché, on doit de nouveau, je pense, que le monde en soi soit à nouveau au service des citoyens et l'intérêt général et pas l'inverse. Et c'est un débat global. C'est pour ça que je suis d'accord avec Bernard. On n'est que dans un début, en tout cas, on est dans un processus qu'on appelle, que ce soit européen ou Bernie Sanders aux États-Unis, du Green New Deal, dans une politique plus durable et égalitaire. Et c'est dans ce concept-là comment nous avons une relation en même temps d'empathie et de résilience envers la réalité dans laquelle on est, c'est-à-dire on arrivera à survivre, mais en quelle façon, sans détruire, je dirais, le modèle dans lequel nos parents, grands-parents ont grandi et ont développé cette réalité, et dans lequel, sur euh, les grandes crises du XXe siècle, que des lieux culturels comme le Palais Beaux-Arts, mais aussi les festivals comme Bernard a géré le Festival d'Aix, mais de grands festivals comme Avignon, ont tous été construits sur les cendres de grandes guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc.
et on est devant des grandes crises. Et je pense que la question est comment, comme dans l'axe franco-allemand, et quand même une vision social-démocrate, dans le sens noble du terme, de cette solidarité européenne, comment agir, que non pas des prêts, mais par un soutien public de solidarité, d'avoir des impôts justes et de trouver qui doit être aidé dans cette crise. Je pense que des grandes institutions comme Beaux-Arts, en tant que telles, survivront toujours. Et on aura des très grandes difficultés, je ne les connais pas. C'est pour ça que je ne peux pas te répondre, c'est même pas très intéressant aujourd'hui, si je vais vendre tous les abonnements ou pas, si je vais avoir une réduction de 30%, on fait toutes les modélisations, mais on sait que toutes les statistiques en général de toutes les crises qu'on a vécues, les plus grands économistes et statisticiens n'ont jamais fait des statistiques exactes post factum. Alors, j'ai aucune idée. En soi, c'est pas important. En soi, c'est important de garder de garder un certain sang-froid, d'ouvrir et de créer, ce que j'ai dit dans mes interventions récentes, une forme de solidarité. J'espère, comme certains de mes collègues l'ont dit, espérons que la crise dure assez longtemps pour créer cette solidarité pour laquelle on doit se rassembler. Alors, si vous le permettez, alors, Paul oui, Dujardin, pardonnez-moi de vous interrompre, et oui, absolument. j'entends tout à fait ce que vous dites, mais il y a plusieurs choses qui me passent par l'esprit. Évidemment, quand on garde le débat à un point de vue philosophique, effectivement, ça a l'avantage de permettre de brasser des idées qui sont très nobles et auxquelles on doit plus ou moins tous adhérer, heureusement, sans trop se pincer. Maintenant, la question de trouver des plans B pour les formes de spectacle vivant pour la rentrée, outre les abonnements qui pourraient avoir un impact sur le modèle économique des structures elles-mêmes, permettrait de manière plus réaliste de promettre à certains artistes de rentrer sur scène. En gros, si vous avez programmé en septembre l'Orchestre symphonique de Pittsburgh qui vient jouer du Messiaen, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est un exemple, on peut se dire que les artistes auront moins l'impression de retourner assurément sur scène que si vous leur promettez d'ores et déjà des formules qui leur permettront effectivement, selon les normes d'aujourd'hui, de remonter sur scène. Alors, pardonnez le pragmatisme de la question, mais il y va aussi un peu du moral des troupes. Est-ce que, en proposant des solutions qui sont plus réalistes, on ne participerait pas aussi à redonner un peu d'espoir à ce milieu qui s'enlise dans les marasmes de l'inquiétude? Et c'est ça la force des artistes, hein, c'est d'avoir cette énorme force de créativité et d'oser regarder au-delà. Parce que la peur actuellement nous limitera de pouvoir avoir le sens créatif de résoudre et de regarder les problèmes différemment. Et je pense que tu as tout à fait raison. C'est pour ça que, d'abord, relaté à la morale, ce qu'on a pu faire, et là, l'exemple tout à fait concret, grâce à garder les troupes et d'abord quand même 450 travailleurs dans le monde de la culture, dans leurs fonctions, on a pu travailler sur un avenir. Et je pense que la première chose, c'est dans cette peur que les gens ont, hein, un certain nombre, quand même plus que d'autres, c'est de peur et que le monde politique aussi, dans le populisme, adore crier la peur de l'autre, la peur d'un avenir incertain. C'est redonner une certaine forme de sécurité et c'est là où c'était important de ouvrir, parce que dans le quartier du Palais Beaux-Arts, il n'y a pas beaucoup d'activités actuellement. C'est-à-dire que, je veux dire, j'étais moi-même très étonné de voir que hier, par la réouverture, on a eu une vente de 1000 places pour venir voir Keith Haring et qui est une très belle métaphore concernant toute cette problématique de ce qui s'est arrivé dans les années 80 sur la stigmatisation et dans l'autre pandémie du sida. Mais effectivement, on travaille là-dessus, mais je pense que votre exemple de Pittsburgh est un mauvais exemple parce que je pense que l'orchestre de Pittsburgh ne viendra pas dans les semaines qui viennent. On aura en tout cas une situation où la mobilité sera différente et les orchestres américains et les grands orchestres. Et le plus bel exemple, c'est le concert qu'on aurait dû faire la semaine passée avec ce formidable concert de mémoire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le programme Shostakovich-Prokofiev avec Gergiev. Il a été dans la fin du mur de Berlin l'exemple même de ce nouveau monde globalisé où il dirigeait 180 concerts dans le monde entier et tous les jours il était ailleurs. Et je pense que c'est même, on payera aussi le prix de cette liberté qui s'était retrouvée il y a 30 ans par la fin du mur de Berlin. Et Gergiev l'a fait d'une façon en même temps extraordinaire.
il a aidé une famille de musiciens, le Mariinsky Opéra, c'est 3 000 à 4 000 personnes, c'est une machine de guerre. Et lui-même, aujourd'hui, se bat pour garder ça en fonction. Il n'est pas encore dans l'étape que le monde est en train de changer. Quand je l'ai parlé la semaine passée, j'ai eu le sentiment qu'il va se battre comme un lion pour que son instrument reste là, et ça c'est très important, mais en même temps, je crains, il faut être réaliste, que le Mariinsky et ses grands orchestres, ses grandes machines ne pourront pas refaire le même type de travail dans l'avenir. Et ça, c'est le changement économique, on en a déjà parlé beaucoup dans des articles récents. On parlera tout à l'heure, justement, pardon, on parlera tout à l'heure d'écosystème qui va devenir fatalement le mot à la mode et le mot qui va concentrer beaucoup d'attention dans ces débats. J'aimerais revenir un instant à Stéphane Ginsburg, si vous le permettez, parce que Stéphane, on l'a vu, ces grandes institutions, pour courageuses qu'elles soient et pour toute la valeur ajoutée qu'elles apportent en termes de réflexion sociétale et d'apport de contenu au public, sont quand même toutes un peu groggy et hagardes et soumises à des directives, à des responsabilités, à des codifications qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre, et donc n'ont probablement pas la souplesse de pouvoir organiser des événements comme ça, ex nihilo. Est-ce que les artistes vont hériter à nouveau d'une plus grande partie dans la production de leurs propres événements? Est-ce que ça pourrait être une des pistes, de se dire les institutions accusent le choc, les artistes, eux, n'ont pas le luxe de pouvoir accuser le choc? Alors, nous sommes le nez sur la crise. Donc, c'est très difficile d'avoir un regard rétrospectif déjà maintenant et de savoir ce qui va se passer. Mais on peut éventuellement prendre exemple sur des crises qui ont précédé. Et c'est clair que le monde de la culture et le monde de la production culturelle, le monde musical, a évolué depuis le début en fonction, Paul Dujardin parlait des guerres, en fonction des crises mondiales. Le problème des orchestres, qui maintenant devient évidemment criant, n'est pas un problème nouveau, c'est un problème dont on parle depuis longtemps. Que vont devenir ces immenses orchestres qui sont en fait des héritages d'une conception musicale qui date du 19e siècle? Alors, par rapport à la question sur le fait que les artistes pourraient eux-mêmes devenir quelque part les entrepreneurs ou les producteurs de leur propre musique, c'est déjà le cas, c'est déjà souvent le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois trop peu d'occasions de se produire, et donc les artistes eux-mêmes inventent ou fabriquent ou montent eux-mêmes leurs propres scènes de petite dimension. C'est clair que, vu la difficulté actuelle de réunir à la fois un grand nombre de musiciens sur scène et des publics très très grands, le Mariinsky en est un excellent exemple, il est probable que ce genre de solution prenne le dessus dans le futur. Je ne peux pas répondre. Ceci dit, ça pose quand même un problème qui est celui de l'artiste auto-entrepreneur, c'est-à-dire de l'artiste patron, de l'artiste qui doit lui-même gérer tous les tenants et les aboutissants de la production musicale, qui est en soi un métier. Sinon, on n'aurait pas des Paul Dujardin qui dirigent des maisons d'art, des maisons de concert et d'exposition. On ne peut pas tous être des Paul Dujardin, je pense. Ça, c'est une chose très vraie que vous venez de dire. Alors, Bernard Faucroul, revenons-en peut-être à la question très prosaïque, certes, mais des prochains mois. Parce qu'effectivement, en tant qu'artiste, mais en tant que penseur aussi, et en tant d'homme d'immensément d'expérience, quelles seraient les pistes constructives que vous pourriez avancer pour que ce confinement et ce post-confinement affecte peut-être un peu moins abruptement le monde artistique? Et puis aussi, il faut le dire, les artistes souffrent, mais c'est une vraie réalité que de dire que les mélomanes et les amateurs d'art souffrent de ne plus pouvoir aller au théâtre, de ne plus pouvoir aller au cinéma. Comment rendre à la société cet élément totalement essentiel et fondateur de son identité, à savoir la culture? Alors, je crois qu'il faut travailler cette question par par tous les points d'entrée possibles. Je vais peut-être rebondir sur la question des orchestres d'abord. C'est vrai que les orchestres symphoniques, ce sont des institutions qui sont héritières non pas du siècle dernier, mais du siècle précédent.
et qui souvent ont gardé des modes de fonctionnement et d'adresse au public qui remontent à l'époque de Beethoven ou de Schumann et Brahms. Et donc, effectivement, si les orchestres ne prennent pas conscience de la nécessité impérieuse de repenser leurs fonctions aujourd'hui, je pense que, indépendamment même de la crise du coronavirus, dans quelques décennies, ils risquent d'avoir disparu, tout simplement. Donc, il est très important et on voit aujourd'hui que les phalanges les plus exceptionnelles sont celles aussi souvent qui ont pris conscience de commencer à travailler la question du local, c'est-à-dire la question des publics éloignés, pas éloignés au sens social et culturel du terme, mais ceux qui sont parfois les plus proches géographiquement, les publics de la ville, les publics voilà, des quartiers où les orchestres sont implantés. Et donc là, il y a un premier travail à faire de retrouver le lieu d'une proximité. Et je pense que le monde culturel, et notamment le monde des institutions culturelles, doit réfléchir, doit s'interroger sur la relation entre le local et l'international. Il n'y a pour moi pas de contradiction entre les deux, mais je pense que dans la période dont on sort, ou en tout cas la période précédente, il y a eu une hypervalorisation de l'international, de la mobilité à tout prix. Moi, personnellement, ça ne me chagrine pas trop que Gergiev vienne un peu moins souvent à Bruxelles et à Paris. On peut suivre son travail en radio, sur les ondes, en télévision, etc. Et je pense que peut-être qu'il faut aussi se poser la question que si on avait utilisé autrement les moyens qui ont été investis dans la mobilité extrême de grandes institutions comme le Mariinsky, peut-être aurions-nous pu commencer à faire un travail qui est absolument indispensable. Ce travail-là, pour moi, il consiste à, d'une part, être plus à l'écoute des talents artistiques du territoire sur lequel nous vivons, hein, et il y en a beaucoup, et beaucoup d'entre eux ne parviennent pas forcément à émerger, même s'ils ont des qualités importantes. Donc là, il y a une première attention. C'est une responsabilité notamment du monde institutionnel, mais c'est aussi d'aller à la rencontre des citoyens et de travailler cette notion des droits culturels, qui est une notion encore toute récente. Et quand je dis droit culturel, d'ailleurs, chacun voit des choses différentes. C'est le droit d'accès à la culture, mais c'est aussi le droit d'expression, l'expression de soi-même, de l'expression de son humanité. Et il me semble que de ce point de vue-là, nous avons un énorme travail à faire collectivement pour que ces droits culturels qui existent dans des chartes internationales, dans la Charte des droits de l'homme, dans celle de l'UNESCO ou la Déclaration de Fribourg, sortent des chartes et deviennent des réalités, hein, qu'elles ne soient plus des sortes de références théoriques, mais deviennent des réalités. Et du coup, je vois, quand j'entends Paul Dujardin parler de la manière dont il envisage d'ouvrir la salle à de jeunes artistes, à des compagnies, etc., moi, je vois là un immense potentiel d'activité qui pourrait surgir, qui, bien sûr, ne devrait pas se développer au détriment de l'excellence, qui reste une chose importante pour des lieux comme le Palais des Beaux-Arts, mais l'excellence, c'est un processus qui peut être partagé à tous les niveaux. C'est une dynamique. Et donc, travailler l'excellence avec des classes d'enfants, avec des prisonniers, avec des personnes qui sont en hôpital psychiatrique, etc., travailler l'excellence artistique, c'est absolument possible. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est dans ces directions-là que nous avons intérêt à penser, à réfléchir et à voir comment on peut simultanément développer le travail de création artistique et d'interprétation d'un côté, mais aussi de tracer de nouvelles passerelles entre le monde artistique et le monde social ou le monde de l'enseignement dans toute sa diversité. Alors Bernard Faucroul, moi j'aimerais revenir vers Paul Dujardin en déminant peut-être, ou en tout cas en établissant un préalable qui serait de dire qu'aujourd'hui, évidemment, le politiquement correct est pour la musique de s'inspirer de l'agriculture et d'envisager et de favoriser le circuit court.
mais tout de même, ces habitudes sur lesquelles le monde musical s'est inscrit pendant des décennies et des décennies ne relevaient pas forcément que de la mondialisation et des horreurs de la mondialisation, mais aussi d'une volonté, là aussi, post-Deuxième Guerre mondiale, de permettre aux cultures de se rencontrer à travers ces grandes formations. Alors, comment faire la part des choses entre, d'une part, la diabolisation du déplacement, qui est aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations, et cette volonté tout de même de permettre à tout un chacun de rencontrer les cultures différentes. Je prends un exemple très simple d'ailleurs qui concerne Bernard Faucroul et qui ont façonné moi mon imaginaire de jeune mélomane, c'était les cartes blanches de la Monnaie qui réunissaient sur une même scène des artistes venus des quatre coins de la planète et où on voyait des influences totalement différentes créer une seule et même musique sur scène. La valeur symbolique de cette rencontre était évidemment extrêmement importante. Alors, Paul Dujardin, où se situe la limite aujourd'hui entre être vert, essayer de limiter au maximum l'empreinte carbone des concerts auxquels on assiste, tout en évitant de tomber dans une sorte de spirale interne de la culture nationale qui refermerait toute la logique de pénétration de culture extérieure qui est pourtant, il faut le dire, constitutif de toute culture évolutive. Mais, c'est une des grandes questions d'éthique que tu poses et que je pense que Bernard pose. Et j'aime beaucoup, je dirais, ta question allégorique sur la culture et l'agriculture, parce qu'elle n'est pas nouvelle. Elle a été posée pendant le Moyen-Âge et on le voit sur les tableaux de l'hôtel de ville de Sienne au moment de la pandémie de la Grande Peste, sur la base de la sophistication des villes et d'avoir un bon équilibre, je dirais, culturel de ce qui sont les villes. À ce moment-là, déjà, les rencontres des citoyens, la participation, et c'est là où j'adore le travail de Philippe Van Parijs, parce que Philippe Van Parijs, comme économiste et philosophe, et même Luc van Middelaar, dans son livre Le passage à l'Europe, ils parlent tous les deux, je pense que l'économie et la culture et l'agriculture, cette mobilité dont laquelle tu parles, je pense que Bernard a parlé de ces droits culturels, l'accès, l'expression, mais j'ajoute très modestement, parce que je suis sûr qu'il dirait la même chose, c'est aussi, et notre ami Ginsberg, sur la correcte, sur la rémunération correcte. C'est aussi un droit culturel. Hein. Cette charte, c'est tous les droits, avoir la formation d'être artiste, d'être formé, de pouvoir exécuter son métier, mais aussi d'avoir une rémunération correcte. Et c'est tout le débat actuellement dans le Parlement, aujourd'hui et hier au Parlement, à la Chambre, de pouvoir avoir ce respect. Et en même temps, je pense que Bernard a tout à fait raison, et tu le dis dans ces utopies. Ces utopies sont nécessaires, non pas pour faire de la musique du monde, mais cette culture savante de l'autre, et qu'on peut vivre actuellement, comme Bernard l'a bien dit, dans le local et l'international, parce que dans cette ville qui est Bruxelles, on a ce cosmopolitisme incroyable, culturel, et je dirais la mobilité de la pensée, de la proximité, elle est là aujourd'hui. Bruxelles, en l'appelant la New Berlin, et le Hinterland de l'ancienne Bourgogne, cette diversité de frontières dans l'axe franco-allemand, anglo-saxon, on a une situation extraordinaire. Et nous ne faisons pas l'erreur dans le débat de parler de culture et de penser qu'on parle de socioculturel. Je pense que c'est beaucoup plus noble, c'est un peu comme Macron dit, que l'artiste retourne vers l'enseignement, vers les écoles. C'est par aucun compromis, non, mais par aucun compromis, c'est une métaphore, et je pense que c'est important, sans aucun compromis sur la qualité, sur le côté exclusif, parce que dans le monde globalisé, et il ne faut pas se leurrer, le capitalisme ne disparaîtra pas après cette crise. Le monde globalisé ne disparaîtra pas. Ne soyons pas naïfs, nous, Européens, dans ce passage de l'Europe, comme Luc Van Middelaar le dit, que les autres vont changer. On n'est pas encore prêt dans ce monde global de changer. Et le monde de l'Afrique a déjà beaucoup plus vite, parce qu'ils n'ont jamais connu la culture de l'orchestre,
ils ont beaucoup plus la culture de l'individu, qui est le monde en soi, à travers le mobilophone, la connectivité, la création, l'entreprise, l'entrepreneuriat et artistique. Regardons simplement ce continent africain qui est d'une créativité incroyable. Et je trouve que là, de repasser vers l'école et d'amener sans aucun compromis, parce que le danger pourrait être dans le monde digital, le numérique nous dévalorise souvent le monde de la culture. Et c'est là où c'est intéressant, dans le local, ne tombons pas, comme je dis dans la carte blanche, sur le populisme et la peur de l'autre et de tomber dans ce forme de nationalisme. C'est quelque part, c'est pas parce que on remet en question, comme Bernard le dit très bien, le modèle sociétal, économique, qu'on tomberait dans cette peur du common dans lequel on travaille et du local dans le sens péjoratif. Non, je pense qu'on est tout à fait capable de voir dans des villes comme Bruxelles, mais aussi les autres villes, d'être dans l'enchantement des écosystèmes entre la nature et la culture et d'avoir une forme de Green Deal et de pouvoir, je dirais, lier l'économie et l'écologie dans le monde culturel. Et Alors, c'est là-dedans que je pense réellement qu'on a un vrai avenir et que nos institutions, mais c'est pas facile, hein, parce que même dans mes équipes, c'est un vrai débat. Parce qu'en même temps, on rêve tous un peu de revenir assez vite à notre ancien système. bien sûr, Et bien je sûr. pense Mais qu'on a beaucoup le débat sur l'offre et la demande. Hein, et là, je pense aussi, on reposera un certain nombre de questions. Et cette solidarité, comme dont Bernard a parlé et que je parle, on a la responsabilité, non pas parce qu'on est plus important, on a une opportunité d'avoir un patrimoine qui a son sens, qui est historique, qui a un sens du je théâtre comprends à bien, l'italien, Paul et de Dujardin. pouvoir le mettre à disposition. Je suis désolé de vous interrompre, effectivement, parce que je voudrais donner la parole à Stéphane Ginsburg, mais d'abord, Bernard Faucroul avait demandé à pouvoir réagir. C'est vrai, l'exemple qu'utilise Paul Dujardin est un très bel exemple, celui de Sienne, vu que effectivement, il n'y a pas de peinture italienne sans Van Eyck allant en Italie. Il n'y a pas de musique italienne sans le passage des polyphonistes franco-flamands. Si on veut aller encore plus loin, il n'y a pas Saint Thomas d'Aquin sans Averroès. Et la culture se fonde justement, sans sortir des images, enfin, sans rentrer dans les images d'Épinal, sur des rencontres permanentes. Alors aujourd'hui, ça c'est une question qui est quand même très importante. Comment créer la rencontre sans que la rencontre passe par ce produit altéré, il faut le dire aujourd'hui, qu'est le digital? Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, la rencontre avec l'autre et la culture de l'autre, il n'est pas nécessaire de faire des milliers de kilomètres, hein. Il y a dans la plupart de nos villes européennes aujourd'hui une multitude de cultures, d'artistes, de créations vivantes qui souvent sont trop cloisonnées les unes par rapport aux autres, ne sont pas suffisamment reconnues. Et je pense que si nous faisons, acteurs culturels, artistes et institutions, un travail de mise en réseau de tout cela, on peut faire des pas très importants. Par ailleurs, moi j'étais très frappé d'une expression d'Edgar Morin dans une tribune récente dans le Soir, je pense, où il disait la double nécessité de démondialiser et de mondialiser. Donc ça n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas arrêter de voyager forcément, c'est probablement réduire une hypermobilité, ça oui. Moi, je suis prêt à le faire en ce qui me concerne, et je vois et je pense que M. Gergiev aurait tout intérêt à réduire l'hypermobilité dont il a parfois été victime, ou dont certains de ses concerts ont été victimes, parce que cette mobilité qui l'amenait à être parfois dans 2 ou 3 villes la même journée allait parfois à l'encontre de la profondeur du travail, notamment dans le monde de l'opéra. Et je pense que d'apprendre, comme Antonio Papano le fait, par exemple, de rester pendant 6 semaines ou 7 semaines ou 8 semaines dans un lieu et de travailler avec les artistes, c'est important. Et donc, peut-être qu'il faut dire progressivement adieu à une forme d'hypermobilité qui n'est plus de mise aujourd'hui et qui est écologiquement absolument indéfendable, mais il ne faut pas pour autant renoncer, me semble-t-il, au voyage, à la rencontre de l'autre, et peut-être trouverons-nous plus de saveur à ces déplacements, à ces rencontres, quand nous aurons l'occasion de les revivre.
Alors, comment vous donner tort, Bernard Faucroul, à la différence près, évidemment, que tout ça repose sur une sorte d'automodération dont il faut dire que l'être humain ne s'est pas fait le spécialiste à travers les ans, malheureusement. Je vais donner la parole. Oui. L'automodération, elle peut aussi être encouragée par des règles que le secteur musical pourrait se donner. Je pense que le Palais des Beaux-Arts fait partie d'un réseau ECHO, par exemple, un réseau européen. Je pense que si les directeurs des salles de concert se disent, au lieu de faire, je ne sais pas moi combien, 40 concerts symphoniques avec des orchestres étrangers, ils réduisent cela de moitié, eh bien, ça sera déjà une manière très, très concrète d'avancer, peut-être de limiter cette mobilité excessive et de reconcentrer des moyens ailleurs. Et, Et ce qui est sûr, en revanche, merci Bernard Faucroul, mon micro était éteint, c'est que cette réflexion-là n'impactera pas les grands orchestres dont les tournées internationales sont généralement à des fins strictement diplomatiques et représentatives et sont généralement déficitaires ou représentent un investissement pour l'orchestre. Alors, Stéphane Ginsburg, on parle de tout ça. Vous êtes un artiste vous êtes mobile, vous avez énormément travaillé à l'étranger, notamment en vous impliquant dans les projets d'Anne-Thérèse Kersmacher. Je vous ai vu cette année en Russie et même dans des zones très, très, très reculées de l'humanité. Vous pouvez évidemment... La Russie. Non, et d'autres zones reculées de l'humanité. J'ai pas dit la Russie. Mais alors, c'est intéressant parce que vous pouvez vous inscrire évidemment dans cette réflexion au long cours et vous poser la question si en 2027 vous accepterez un concert à Minsk ou à Novosibirsk. Mais la question qui vous occupe pour l'instant, c'est vais-je avoir un concert dans 6 mois? Alors là aussi, on est dans une sorte de double dynamique. Le long terme, c'est bien, mais qu'en est-il du court terme? Alors, je voudrais d'abord vous rassurer, je n'ai pas joué en Laponie l'année dernière. En parlant de contrées reculées, c'était simplement à Moscou, dans le pays de Guernièvre. Dans l'immédiat, écoutez, nous sommes tous suspendus aux décisions qui sont quand même des décisions prises par les autorités, c'est-à-dire quand les programmations vont pouvoir reprendre, quand les salles vont pouvoir réouvrir et à quelles conditions surtout. Et troisième chose, est-ce que le public sera au rendez-vous? Est-ce que le public va venir? Est-ce qu'il va oser venir? Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Alors là, on a un Donc, premier élément de réponse, quand même, si vous le permettez, c'est que quand les magasins de construction ont rouvert, quand les fast-foods ont rouvert, quand des tas de magasins ont rouvert, le public était là, non seulement présent, mais massivement, et on peut espérer que le même phénomène ait lieu pour les salles de concert. Merci, c'est une réflexion extrêmement encourageante. Et donc j'espère que ça s'appliquera également au secteur culturel. Ceci dit, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que je ne sais plus ce que j'allais dire. Je suis désolé. C'est pas grave parce que moi justement j'allais rebondir sur ce que vous veniez de dire en lançant Paul Dujardin peut-être sur la dernière stance de cette conversation qui est aussi une question d'ordre moral. C'est que l'État, et vous l'avez très justement rappelé en début d'échange, continue à investir massivement dans ces institutions telles que la vôtre, mais aussi les maisons d'opéra, la Monnaie qui n'a pas non plus pu procéder à l'utilisation du chômage technique. Et comme le disait Gérard Mortier, que je pense vous avez tous les deux très bien connu, Bernard Faucroul et Paul Dujardin, ces grandes institutions culturelles n'ont réellement de sens. Je donnerai la parole à Bernard Faucroul, vu qu'on a vu Paul Dujardin s'enfuir un instant, n'ont réellement de sens que si elles rendent à la société l'investissement que la société fait en elle. Autrement dit, ça ne sert à rien de produire de l'opéra si l'opéra se limite à être un divertissement, ou pour reprendre l'expression chère à Bernard Faucroul, ça ne sert à rien de faire de l'opéra si l'opéra est un art muséal qui s'inscrit en marge de toute réflexion sur la société. Alors, Paul Dujardin, comment faire pour que ces maisons qui sont
physiquement fermées pour la plupart, ou en tout cas contraintes dans leurs activités, les activités qui les définissent, à savoir vous, au Palais des Beaux-Arts, réunir 2000 personnes autour d'artistes, comment faire pour que ces organisations puissent continuer à offrir un service à la communauté qui, mine de rien, continue à les entretenir. Heureusement, je précise quand même, heureusement qu'elle continue à les entretenir. Mais je pense que d'abord, il ne faut pas oublier ces théâtres, comme le Théâtre La Monnaie, quand Bernard y était, il a fêté le tricentenaire, c'était des grands mécènes qui géraient ces théâtres. Et aujourd'hui encore, Anna-Thérèse Kersmacher a fait une production récente à Broadway où les billets étaient à 350 € le billet. Il y a le grand débat entre privé et public. J'espère que on ne fera pas le choix dans une société néolibérale et qu'on restera comme la première ministre Wilmès hier avait plus un point de vue des 66 des sociodémocrates libérales européennes en plaidoyant un bon équilibre entre les grands prêts et les subsides, parce qu'un prêt, il faut le rembourser, notamment un prêt et une dette ne meurt jamais dans le patrimoine, mais en même temps, je dirais la réalité est quand même, il ne faut pas oublier économique, il ne faut pas être naïf. Le système dans lequel on est, que ce soit le statut de l'artiste et les infrastructures qu'on gère, les orchestres dont on référait, il faut un système économique et c'est là où je pourrais dire qu'il faut avoir une prudence dans l'audace. Il faut repenser cet écosystème. On ne doit pas tuer le système et ce équilibre dont on a parlé ici doit faire que entre le choix que le gouvernement belge a choisi d'être très fort dans les sciences exactes, on ne peut pas retourner. Ils sont rentrés dans ce système, ils ne peuvent pas prendre un autre système. On aurait pu suivre un système comme certains autres pays suivent sur ce que Bernard a dit, la charte. Une charte de droits de l'homme sont des chartes dans lesquelles on prend les grands principes et on parle du common sense, comme une constitution. Et chaque institution, que ce soit dans toutes les activités économiques de la société, chacun est responsable de pouvoir l'implémenter. On ne pourra pas mettre un policier à côté de chacun pour vérifier qu'on portera le masque ou pas. Et on devra avoir une nouvelle culture de respect de l'autre. Et ça, c'est une culture que j'ai découverte dans la culture orientale, comme au Japon, le port du masque était déjà depuis longtemps là. Et si Madame Wilmès, qui est venue hier au Palais Beaux-Arts pour l'ouverture, sur base des critères très stricts qui sont des mètres carrés et des volumes, j'ai essayé de lui convaincre, et Bernard Faucreau n'était par hasard témoin parce qu'il était en train de jouer sans public dans la salle Hérold-Leboeuf sur l'orgue, qui est un des plus beaux patrimoines, peut-être le plus beau patrimoine de la salle du Palais des Beaux-Arts, dans une salle de concert. On doit retrouver ce lien comme dans la création avec son public. Comme Lisser disait dans une interview dans Le Monde, je ne pourrais pas refaire l'opéra si je ne peux pas avoir tous les éléments qui sont le théâtre dans sa forme qu'elle a été créée. Et je pense qu'il a raison, et en même temps, ça veut dire qu'on doit convaincre le monde politique qui a peut-être moins d'expérience avec notre métier, qu'il faut trouver un bon équilibre entre la science exacte, dans lequel les virologues aujourd'hui ont pris le leadership, et on sait que la société n'est pas gérée aujourd'hui par le monde politique, elle est gérée depuis toujours par la science et par l'innovation. On l'a vu dans toutes les cultures, c'est les scientifiques et les artistes qui ont pris le leadership du changement d'une société et les instabilités qui ont créé ces changements. Et le monde digital, par exemple, est un exemple fondamental dans l'innovation de la technologie et de trouver un humanisme digital. C'est des grands critères pour rassembler les gens et pas nous séparer de l'un de l'autre. Mais dans ce écosystème nouveau, on doit pouvoir avoir des critères objectifs pour rassurer notre public, rassurer les artistes, rassurer nos collaborateurs, et en même temps d'avoir le bon sens qu'avec l'argumentation objective et d'autres arguments, on peut retrouver un nouveau écosystème. Est-ce qu'on l'aura dans quelques mois, dans 6 mois ou dans 1 an? En tout cas, c'est clair que nous devrons le préparer
dans une vision de long terme. On ne peut pas penser au court terme seulement de demain, dans 3 mois. Parce qu'aujourd'hui, le monde politique européen, malheureusement, avec nos impôts, joue un peu le Saint-Nicolas. On sent que pour l'instant, tout le monde est prêt à faire quelque chose, mais je dois me dire que le problème, il ne sera pas résolu dans quelques mois. La réalité de 2021, 22, 23, elle changera la donnée aussi. Et il faut oser regarder une perspective, comme nous l'avons dit, je le dis simplement dans des mots plus économiques, dans un long terme, un système nouveau, parce que je pense que le problème ne sera pas parti, sera toujours là. Mais si on a pensé aujourd'hui à un système pour demain, dans lequel on recrée confiance et qu'un écosystème équilibré, intersectoriel entre les différents acteurs de la société, autant dans l'économie, on va peut-être trouver des solutions raisonnables dans ces nouveaux écosystèmes et cette collectivité, parce qu'on a besoin de vivre avec l'autre. Et je dirais, c'est une grande prudence, mais avec beaucoup d'audace. Alors, Bernard, il faut que je vous donne la parole rapidement et puis je la donnerai à Stéphane Ginsburg, justement sur l'éthique de digital. Et puis, je terminerai avec Bernard Foccroulle ce débat, si vous le voulez bien. Mais Bernard, vous vouliez réagir à une chose que disait Paul Dujardin. Oui, ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est que le monde culturel s'empare de ces questions collectivement. Je crois que le monde culturel est traditionnellement marqué par par des formes de fragmentation, de sectorisation, des formes d'individualisme qui empêchent, qui freinent en tout cas la progression qui devrait être la sienne et le fait de pouvoir exprimer non seulement des revendications, mais d'exprimer collectivement une autre manière de penser la culture et de placer l'art au cœur de la société. Donc, quand Stéphane tout à l'heure parlait de cette fédération d'acteurs culturels, moi, je mets beaucoup d'espoir dans ces moments de rencontre d'aujourd'hui, non seulement pour venir en aide aux plus précarisés et pour sauvegarder ce qui doit l'être, mais aussi pour penser ce qui pourrait être fait demain et après-demain. Alors, Stéphane Ginsburg, avant-dernier volet de cet échange, sur l'importance éthique d'examiner et aussi de challenger certaines habitudes digitales. Je rappelle que vous avez, au début de la crise, décidé de donner des concerts avec votre comparse, la soprano Sarah de Vries, à même les toits de la cité pour l'îlot dans lequel vous habitiez, qui étaient des moments d'intense poésie. Et puis, vous avez décidé d'arrêter, là aussi, pour des questions éthiques. Et je fais une petite parenthèse avant de vous laisser répondre. On se rend compte aujourd'hui que les arts de la scène ne peuvent plus passer par la scène, que toutes les solutions digitales qui sont rentrées dans notre quotidien depuis des dizaines d'années, que ce soit les plateformes comme Spotify, que ce soit Apple Music ou d'autres, ou YouTube qui utilise les vidéos de tiers à des centaines et des centaines et des centaines de milliers de vues par jour, ne joue pas le jeu de la juste rétribution. Pour un stream, je crois qu'on obtient quelques dizaines de centimes sur Spotify. YouTube met des règles d'accès à la monétisation qui sont généralement totalement inaccessibles pour le commun des mortels et ne peuvent toucher que les grands influenceurs ou les grands artistes qui ont déjà pignon sur rue et a priori pas besoin de ces rentrées financières-là pour survivre. Alors, ce débat-là aussi naîtra, à mon avis, d'une confrontation peut-être un peu plus rugueuse, à la fois des consommateurs qui auraient l'envie de conscientiser leur utilisation de ces services, et puis aussi des artistes réunis. On se souvient que Charlie Chaplin avait créé les United Artists, justement pour pouvoir contrer certaines des logiques les plus cyniques du marché. Alors, expliquez-nous d'abord peut-être votre relation personnelle à ces concerts digitaux qu'on a vu un peu fleurir partout, et puis votre réflexion par rapport à ce monde digital. Alors c'est peut-être une parenthèse, mais ces concerts ont d'abord été conçus comme des mises en relation avec le voisinage. Donc il n'était pas du tout au départ question de diffuser le moins du monde sur le net.
C'était donc l'idée de rencontrer les voisins et c'est une réussite totale sur ce plan-là. Il y a des tas de choses qui sont nées, des tas d'initiatives. Donc c'est vraiment l'idée de commencer quelque chose de manière locale. C'est un peu la même idée au fond qui, euh, qui a fait bouger ce petit collectif dont j'ai parlé tout à l'heure. Chacun peut bouger au niveau local et créer un mouvement de masse. Et donc le fait que ces concerts aient été diffusés, je ne dirais pas que ça nous a échappé, c'est une demande qui est venue de certaines personnes qui n'habitaient pas le quartier et qu'on a volontiers accepté. Alors pourquoi avoir interrompu cette diffusion? C'est un très long débat, d'abord parce qu'il y avait la question de la gratuité, donc on offrait font quelque chose de gratuit qui est notre métier. Je veux dire, ce ne sont pas des concerts qu'on a fait comme ça sur le pouce. On a répété, on les a préparés. Et Justement, puis parce que c'était pas le projet. je fais une parenthèse, Stéphane Ginsburg. Oui. Ce qui pose problème ici, c'est pas la gratuité, c'est la généralisation de la gratuité et la gratuité comme seul modèle. La gratuité, Alors, on est tous amenés à la pratiquer, mais là, effectivement, je veux bien faire une rencontre gratuite ou pour une bonne cause, mais si on me demande de tout faire je veux bien gratuitement, ce aussi. n'est plus possible. D'accord. Je dois dire que la réflexion de la Première ministre suite à une question parlementaire de François De Smet, le député et président de Défi, qui a été de dire que les artistes devaient, on savait que les artistes devaient répondre à un besoin de s'exprimer, a un peu exacerbé l'idée que, au fond, montrer qu'on était capable de produire quelque chose et de le diffuser comme ça gratuitement Et pouvait par être honnêteté un mauvais intellectuelle, signal envoyé en disant, mais vous voyez, on n'a pas besoin de moyens, on fait ça avec les moyens du bord. par honnêteté intellectuelle, j'aimerais quand même dire que c'est l'extrême fin de l'intervention de la Première ministre Je n'accuse pas. qui a été isolée et qui a effectivement exacerbé pas mal de gens, il faut le dire, sans doute à très juste titre, mais qui ont aussi le tort de s'exciter pour des citations ou des bouts de phrases sans avoir la curiosité d'aller écouter l'entièreté du J'ai contenu. écouté l'intégralité de la réponse de la Première ministre et j'ai lu tout ce qui avait suivi et toutes les cartes blanches, mais c'est pas le débat. En tout cas, on a décidé d'arrêter. Et je pense qu'il y a un deuxième point qui est important, c'est que techniquement, nous n'avons pas les moyens d'assurer une diffusion de qualité, ni instrumentalement, ni acoustiquement, ni en termes de, de diffusion pure et simple. Donc ça doit se faire avec des moyens importants, des moyens de très bons moyens, qui sont souvent des moyens à disposition de salles ou d'instituts de diffusion. C'est pour ça que, par exemple, j'ai à plusieurs reprises appelé les instituts de diffusion, comme on les appelait dans le temps, et de radiodiffusion, comme la radio et la télévision, à reprendre leur rôle historique de diffusion du spectacle vivant. C'est très compliqué parce que c'est une chose qui a été progressivement abandonnée à cause d'une réduction de moyens. On en revient un peu toujours à ça. Les moyens ont été tellement réduits qu'en fait, la radio, la télévision n'est plus en mesure de diffuser un grand nombre de spectacles vivants. Donc je pense que si on veut une diffusion à distance et si on veut pouvoir offrir à des auditeurs et des spectateurs des spectacles vivants à distance, il faut que les institutions qui en ont, dont c'est le métier, soient financées à la hauteur de ce qu'elles peuvent offrir à ce niveau. La radio Et en particulier. rappelons, nous qui passons à la radio pour être d'une honnêteté intellectuelle totale, que quand un artiste est capté au Palais des Beaux-Arts ou bien ailleurs, il ne touche pas de cachet. C'est quelque chose Ce qui est qui n'était pas devenu, le cas, voilà, ce qui était le cas à une époque. Moi, je me souviens avoir c'est quelque joué chose qui pour est devenu, voilà. la radio payait un modeste cachet, mais payait un cachet. C'est devenu normatif que Merci les bien. artistes ne soient pas payés pour passer à la radio ou à la télévision, si ce n'est via la répartition des droits qui généralement représentent des Quelques cacahuètes miettes. et voilà, n'ambitionnent de nourrir personne. Bernard Faucroul, dernier volet de ce débat, parce que vous êtes tous très occupés évidemment, sur l'économie même de l'opéra. Alors, on a d'un côté, pardon, dans le ballet classique, des productions de Marius Petipa qui sont pérennisées, amorties depuis des centaines d'années, enfin pas des centaines d'années, mais en tout cas des dizaines et des dizaines d'années. Et d'un autre côté, à l'opéra, une économie très différente, basée sur l'événementiel, sur le choc de la nouveauté, ou des productions qui parfois en appellent à des décors de David Hockney, de James Turrell, de Danish Kapoor, j'en passe énormément, qui coûtent très cher, des centaines de milliers d'euros, sont représentés au mieux 15-20 fois, et puis sont détruites parce qu'elles ont fait leur temps. Alors,
au lieu de tomber complètement dans la logique de pérennisation de quelques mises en scène de ballets, comme c'est le cas avec les inconvénients qu'on peut évidemment y voir, est-ce que l'opéra n'aurait pas aussi raison de s'interroger sur cette grande volatilité du travail de mise en scène, sur le refus d'inscrire des mises en scène au sein même du répertoire, de considérer par exemple que la Callisto d'Herbert Wernicke ou que l'Orfeo de Trisha Brown sont des œuvres d'art à part entière et qu'à ce titre, elles méritent de continuer à vivre et d'être amorties financièrement sur plus d'une dizaine de représentations. Alors, je crois qu'il y a une dimension économique dans votre question qui est tout à fait réelle, c'est-à-dire je pense que le monde de l'opéra ne peut plus, et c'est depuis un certain temps déjà, se permettre de produire à tour de bras et puis de détruire. Et donc, il faut travailler beaucoup plus sur la mutualisation des projets. Du coup, de ce point de vue-là, je pense que les coproductions qui n'impliquent pas de gros déplacements, si ce n'est des éléments de décor et costumes, par exemple, mais ça, ce n'est pas vraiment un souci, entre différentes maisons, c'est quelque chose qui a pris une certaine extension ces dernières années, et je pense que c'est très bien, et que un public puisse voir dans 6 ou 7 villes différentes le travail des meilleurs artistes de l'opéra aujourd'hui, et en particulier des metteurs en scène les plus créatifs, je pense que c'est passionnant. La question de savoir si les interprétations pourraient devenir des sortes d'œuvres d'art au même titre que les œuvres elles-mêmes, c'est une question très difficile parce que je pense qu'il y a une dimension essentielle à mes yeux qui est la dimension de la création. Il y a un risque à vouloir figer les choses. Moi, j'ai revu, par exemple, et c'était encore du vivant de Strehler, sa légendaire production des Noces de Figaro à l'Opéra Bastille. C'était épouvantable de voir ce que cette production magique, 15 ans plus tôt, était devenue. Et donc, le risque, c'est d'empoussiérer en quelque sorte les choses. On voit ça aujourd'hui dans certaines maisons d'opéra. Vous pouvez voir à l'Opéra de Vienne des productions qu'on ne devrait plus montrer aujourd'hui parce elles ont perdu leur sens. Mais là, vous prenez, si vous me le permettez, à dessein le contre-exemple. Et justement, pour alimenter ma réflexion, j'ai envie de prendre un exemple qui a été très fort pour moi pendant votre deuxième mandat à la Monnaie. C'est simplement le Sacre et Trisha Brown, pardon, le Sacre et Café Müller de Pina Bausch, qui l'un est une création totale, l'autre est une chorégraphie d'une œuvre préexistante, et que personne de sensé ne mettrait en cause en tant qu'œuvre d'art à part entière. Alors évidemment, c'est là que vient le discernement. Les Noces de Strehler ont sans doute pris un sacré coup de vieux, mais… Non, Camille, ce n'est pas les Noces qui avaient pris le coup de vieux, c'était la manière dont c'était remonté. Je pense que si on retrouve les enregistrements de l'époque de Strehler, ça reste miraculeux. Mais quand c'est repris par des assistants et que c'est repris sans vrai travail de fond, ça ne mérite pas. Mais vous avez raison, je pense que le monde de l'opéra a un gros travail à faire pour travailler sur la pérennisation d'un certain nombre de choses, hein, et apprendre aussi à mieux mutualiser. Je crois qu'on a pris déjà depuis ces 20 dernières années un certain nombre de chemins positifs. Moi, j'ai le souvenir que dans les années 80, Gérard Mortier s'est parfois félicité du coût exorbitant de certains décors. Je pense que ça ne serait plus de mise aujourd'hui et qu'on a appris à travailler dans des contraintes financières et dans des contraintes techniques qui font partie des contraintes de notre époque. À la décharge de Gérard Mortier, disons peut-être que dans les années 80, on était dans un taux de croissance à 2 chiffres et que c'était peut-être avoir du panache que de prendre le plus d'argent possible pour la Certes. culture.
Et puis, Gérard Mortier, qui n'était pas à un paradoxe près, a quand même racheté certaines de ses productions de La Monnaie pour les emmener à Salzbourg, pour les emmener dans la Ruhr, pour les ramener à Madrid. Et j'ai revu la Clemens Auditi, qui datait des années 80, des Hermann, remontée par les Hermann à Madrid un an après la mort de Gérard Mortier. Et c'est l'une des productions les plus modernes que j'ai vues de ma vie. Comme quoi, là aussi, on n'aurait pas de mal à s'interroger sur le fond et au cas par cas sur l'entrée de certaines productions dans un répertoire qui serait peut-être, si pas un répertoire commun de l'humanité, mais en tout cas quelque chose qui serait une œuvre d'art à part entière. On arrive vraiment à la fin de ce débat et j'aimerais donner la parole à Paul Dujardin. Peut-être Paul, pour finir sur une note d'espoir, Keith Haring, et vous l'avez souligné, ce paradoxe tragique qui a été la victime d'une des grandes dernières épidémies connues par l'humanité, l'une des grandes pandémies qui, elle, a compté des millions de morts et continue à en connaître, surtout dans les pays où l'accès aux soins n'est pas aussi évident que chez nous. Mais les portes de Beaux-Arts rouvrent donc aux arts plastiques. Y a-t-il des projets pour que la musique revienne à Beaux-Arts de manière un tout petit peu plus systématique? Si vous nous répondez oui, on pourra finir sur une note positive. Oui, je pense que si tout est dans le temps et tout est relativement relatif, n'oublions pas qu'on a connu récemment 9/11, les grandes crises financières, et que quelque part, le débat avait commencé. D'abord, le statut d'artiste, il y a une dizaine d'années, une première étape, et j'entends souvent dire que la musique n'est pas si mal envers des autres pays. Mais quand même, on a mis le doigt sur les problèmes et ça a été dit dans cette conversation. Je pense que, j'espère en tout cas que dans une crise donne des opportunités, on peut le dire, et peut-être cette crise a son avantage de nous obliger de se réorienter et que d'un côté, on aura une nouvelle étape pour la reconnaissance des droits de l'artiste et de l'autre côté, comment dans cet écosystème du monde globalisé, comme Bernard l'a dit, comment on peut recréer cette plateforme et j'ai la chance de pouvoir gérer cette superbe maison dans un partenariat depuis plusieurs générations. J'ai eu la chance de travailler avec Bernard Foccroulle et avec Gérard Mortier et actuellement avec Peter de Caluet sur ces 30 dernières années. Et ce partenariat, il a commencé depuis très longtemps et on espère qu'aujourd'hui, dans la collaboration des questions qui ont été posées, qu'ayant deux orchestres, l'Orchestre national et l'Orchestre de la Monnaie, un chœur, deux grandes maisons qui sont au cœur de la création contemporaine aujourd'hui et du travail qu'on peut faire, est-ce que cette crise, j'espère, nous rassemblera encore plus dans cet écosystème qui est Bruxelles, cette capitale de l'Union européenne, et dans une forme de solidarité dans l'espace européen qui est plus que l'Union et l'espace économique, dans cette forme de mobilité adaptée, qu'on puisse faire un travail et que les artistes internationaux, comme Bernard l'a dit, comme Papano, je pense serait formidable que cet écosystème de résidence que Bernard l'a fait avec certains orchestres, de prendre le temps d'être dans une ville et de pouvoir le faire. Je pense que c'est important. Et Keith Haring, pour ceux-là qui l'ont oublié, il avait cette chance parce qu'au-delà de l'art pour tous et d'avoir senti son engagement politique, comme Serge Gainsbourg vient de le dire, cet engagement d'activiste et d'autres artistes auxquels vous avez référé, il en était très conscient dans un compromis et il adorait venir en Belgique. Il a été en Belgique toute sa vie créative et qui a duré que 10 ans. Et ces 10 ans, il était un citoyen et un artiste en résidence dans notre pays et il adorait ce pays. Et je pense que regardons dans la mémoire de l'histoire de l'humanité et l'histoire culturelle pour avoir des grands exemples pour l'avenir. Et j'ai beaucoup aimé la référence à George Strehler parce qu'il m'a beaucoup appris dans ce monde d'actualité. C'est pas seulement chercher avec les artistes une virtuosité, il parlait de la virtuosité de la conscience, de nous dépasser. Je pense que une virtuosité de la conscience, c'est une force
extraordinaire des valeurs européennes qu'on peut partager, parce que dans ce monde globalisé, qui n'est pas le choix qu'on fait, mais qui malheureusement est une réalité dans le monde globalisé qui sont les autres et qui veulent revenir le plus vite possible à l'ancien agenda, j'espère que l'Europe, et je pense, pourra, par une forme de solidarité locale, mais aussi européenne, dans l'espace européen, montrer que la création européenne, sans aucune forme hiérarchique dans tout ce grand débat du vivre ensemble post-colonial et le grand débat de respecter les autres dans le monde dans lequel on est, peuvent que nos valeurs à nous peuvent nous faire grandir dans ce travail qu'on fait et que on reverra les artistes belges, mais aussi tous les autres artistes, parce que Bruxelles a on est tous belges et ce qui est formidable à Bruxelles, quand on vient d'ailleurs, on est immédiatement adopté d'être bruxellois. Un bruxellois, moi je suis un bruxellois d'origine néerlandophone, mais il faut dire quand même que dans ma commune où j'habite à Bruxelles, on parle plus de 160 langues sur 1 km². C'est-à-dire, je dirais, j'espère très, très vite revoir tous ces artistes sur notre podium et le public les applaudir et revenir. Et c'est là où je suis très content que dans cette volonté de solidarité, beaucoup d'artistes nous ont appelés et on espère pouvoir leur offrir ces espaces. Merci Paul Dujardin. Je ne suis pas un journaliste britannique, donc je ne vais pas vous faire remarquer trop pesamment que vous n'avez pas répondu à ma question et que vous êtes resté à l'échelle méta et philosophique, ce qui est évidemment très noble de votre part. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir si concrètement, à court terme, de petites formations, pourquoi pas d'artistes belges, dans un grand élan de solidarité, puissent sinon retrouver la scène du Palais des Beaux-Arts, au moins s'installer dans le kiosque du Parc Royal qui est juste en face de Beaux-Arts. Mais on le débatte aujourd'hui, mais on ne peut pas le faire. Je ne peux pas te répondre aussi longtemps qu'on n'aura pas d'accord, parce que je t'ai dit que le gouvernement belge part dans une méthodologie extrêmement stricte. Et comme il n'y a aucun accord là-dessus aujourd'hui, la seule chose que je peux dire personnellement, mais je n'ai pas d'impact là-dessus, avec toute la solidarité que Bernard a dit, de voix commun, nous disons que la santé publique est prioritaire, mais la santé du bien-être mental est aussi important que l'autre, et que si les autorités politiques qui doivent courageusement, et je dis toujours bureaucratie, c'est démocratie, il faut prendre des décisions à ce niveau-là, et que le politique doit avoir le courage de pouvoir défendre ce que tu viens de dire, et alors on pourra se réunir à nouveau. Et j'espère qu'ils n'attendront pas jusqu'au mois de septembre que sur les places publiques, le Common, on pourra, l'Agora, on pourra refaire des activités, même s'ils sont modestes, même si c'est participatif avec les citoyens. J'espère que ce qui est la question que tu me poses, je la pose tous les jours et c'est une des raisons du dialogue avec les autorités. Voilà. Ça, c'est très rassurant de savoir que c'est un work in progress et qu'en tout cas, les responsables d'institutions sont partis dans ces réflexions. Avec, pour terminer, j'aimerais quand même évoquer cette image postée par la soprano Sonia Nyoncheva qui a fait un petit montage et qui a montré d'une part des gens agglutinés avec un masque FFP2 dans un avion comme des sardines et puis les salles de concert qui, elles, sont totalement vides avec cette question « why ?» Effectivement, tout en préservant la santé de chacun, on est en droit de se poser la question pourquoi tant de dureté pour un secteur et puis tant de libéralité pour un autre, sans rentrer dans des débats populistes, évidemment. Je tiens à vous remercier du fond de cœur, Paul Dujardin, Stéphane Ginsburg et Bernard Faucroul pour ce second débat des assises de la culture sous la crise du Covid. On aura un prochain débat sur la réalité des festivals. Annuler, ne pas annuler, transformer les formules. On sera notamment avec les responsables du Festival de la Chaise-Dieu et du Festival Berlioz de la Côte-Saint-André et du Festival Messiaen qui, eux, ont été contraints d'annuler leurs éditions. Et puis avec le directeur du Festival de Pesaro en Italie qui, lui, a décidé de transformer totalement la physionomie de son festival pour que quelque chose puisse avoir lieu. Merci, messieurs, et à très bientôt. Voilà.